1961, Maria, de la comédie musicale West Side Story. Je suis un enfant de la radio. Tous mes souvenirs, ou presque, jusqu'à la fin de mon adolescence, sont bercés par des sons radiophoniques. La première chose qui me vient, ce ne sont pas des chansons, mais des feuilletons, ou plus précisément des titres ou des présentations de feuilletons, car je serais bien incapable de dire quoi que ce soit sur leur contenu. Le premier, c'est Sur le banc, avec Jeanne Sourza et Raymond Souplex. Il s'agissait de deux clochards qui commentaient de façon humoristique les événements du jour. Par la suite, Raymond Souplex est devenu une vedette de la télévision en incarnant le commissaire Bourrel des 5 dernières minutes. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Avec son adjoint Dupuis, interprété par Jean Doran, à qui j'ai apporté le courrier en 1973. Il habitait Pavillon-sous-Bois, où j'ai œuvré comme facteur en été, pour gagner quelques centimes. Après, je me souviens de La famille du raton, avec deux noms qui me sont restés parce que je les ai retrouvés par la suite, Jacqueline Monsigny et Jean Carmet. Grâce à ce feuilleton, nous entrions dans une famille, souvent à table, dont les membres parlaient vite, mais je ne sais plus de quoi. Il est probable que leur sujet de conversation ne m'intéressait pas beaucoup. Je repense encore à L'homme à la voiture rouge, avec Jean Topard et Pierre Trabeau. Je ne suis pas du tout certain de la présence de ces deux comédiens, mais ils restent associés pour moi à ce feuilleton. J'ignore qui pourrait confirmer ou infirmer cette sensation. J'imagine qu'il s'agissait d'aventures inquiétantes. C'est en tout cas ce que laissait prévoir le ton de voix du présentateur, qui articulait l'homme, en laissant clairement entendre la consonne doublée, laissait passer un court silence avant d'enchaîner sur « à la voiture », le « e » muet était nettement prononcé, puis enfin de mettre un accent fort et tonique sur le « rouge » final. Je puis encore citer « ça va bouillir », mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'y passait. Était-ce seulement un feuilleton ? Ce que je sais, c'est qu'on y entendait Zapimax, ce qui m'amène à une autre émission. Il s'agit d'un jeu que nous suivions, maman et moi, le mercredi soir, entre 7h30 et 8h. En effet, ce soir-là, mon père donnait des cours de droit et rentrait plus tard que d'habitude. Les questions étaient musicales, il fallait reconnaître des introductions de chansons, retrouver des paroles manquantes, répondre à des questions sur des musiciens. La dernière épreuve portait sur la musique classique. Le vainqueur du jeu était déclaré Dr S Musique. En général, je n'entendais pas la fin de l'émission, car quelques minutes auparavant, nous partions en voiture chercher mon père à la gare. Peut-être ce jeu s'appelait-il Arrêter la musique. Le matin, avant de partir à l'école, j'entendais Geneviève Tabouis. Sa voix avait pour moi quelque chose d'inquiétant, c'était une voix de vieille. Mais certains noms d'hommes politiques restent pour moi définitivement liés à la façon dont elle les prononçait, complète et respectueuse, démodée et très articulée. Monsieur Nikita Khrouchtchev, Monsieur Konrad Adenauer, Monsieur Harold Macmillan, Monsieur John Fitzgerald Kennedy. Elle commençait ses chroniques par une étrange formule. « Attendez-vous à savoir ». Je m'étonne d'avoir retenu cette entame quelque peu perverse. Tous ces titres montrent que maman écoutait Radio Luxembourg. On disait bien alors Radio Luxembourg et non RTL. C'était une époque où on ne rechignait pas à prononcer sans inquiétude 5 syllabes à la suite, voire 6, à condition de faire la diérèse sur le « i » de radio. Ensuite, tous ces feuilletons, rubriques et jeux ont disparu, sans doute considérés comme ringards, et c'est probablement à partir de cette époque que nous avons basculé sur France Inter et son jeu des 1000 francs, que j'écoute encore volontiers aujourd'hui sans que le passage du franc à l'euro ait affecté en rien le plaisir que j'y prends et l'intérêt que j'y porte.
L'année où est sorti le film West Side Story, nous écoutions la radio sur un de ces vieux postes qui font rêver dans certains films. Dans un coffret en bois verni rehaussé de languettes dorées, sa partie supérieure était recouverte d'une toile ouvragée, percée d'un œil de cyclope, qui verdissait quand on mettait l'appareil en marche, tandis que sa partie inférieure semblait renfermer tous les secrets. Et tout cela dans un langage ésotérique, à commencer par les 5 touches sur lesquelles il était loisible d'appuyer et qui s'appelaient Hoc, Po, Go, Be et Pu. Il y avait d'autres inscriptions, apparemment dans la même langue. SW, KW, MW, LW. Et puis des nombres, allant de 6 à 18. Mais contrairement à ce qui se passait sur mon double décimètre, ne respectant pas toujours le même écart entre deux nombres. Il y avait par exemple beaucoup plus de place entre 6 et 7 qu'entre 17 et 18. Ou bien c'était l'inverse. Je crois même qu'il y avait des degrés, comme je l'ai compris à l'école, de 0 à 180. De là à savoir ce qu'ils représentaient. Et puis, il y avait cette longue litanie de noms inscrits, dont je devinais qu'il s'agissait de villes, car j'en connaissais certaines, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, et en devinais d'autres, bien qu'on tentât de m'induire en erreur par une subtile modification d'orthographe, London, Bruxelles, Andorra, mais dont un bon nombre constituait alors et continuent à constituer pour moi un mystère. Montésénéry, Schwerin, Beromünster, Sotens, Hilversum, Droitwich, Magadan. Et je me demande encore qui pouvait, dans ma banlieue parisienne, chercher à se connecter à Motala ou Kalundborg. L'année où est sorti le film West Side Story, je n'ai pas vu le film West Side Story. Je ne l'ai vu que beaucoup plus tard. Pour avouer la vérité, j'ai découvert les syncopes d'America dans une version de Trini Lopez et les claquements de doigts et le riff faussement langoureux des Jets dans une chanson d'Alice Cooper, Gutter Cats vs Jets, avant de les entendre dans le film. Mais quand j'ai enfin vu ce chef-d'œuvre, j'avais beau être adulte, le choc n'en a pas été moindre. J'ai pleuré, et je pleure encore, à la mort désespérante de Tony. J'ai ri de la naïveté de Maria essayant sa robe de bal. J'ai été d'accord tantôt avec les filles, tantôt avec les garçons dans leur évocation de l'América. J'ai été outré par la tentative de viol imbécile sur Anita. Et surtout, j'ai été séduit par les chorégraphies dont l'esthétique ne nuisait en rien à la violence. Bref, comme des millions de gens, j'ai adoré ce film. Dernièrement, j'ai vu sur scène une reprise de la comédie musicale. Mais aujourd'hui, en tant que musicien à temps partiel, c'est de la partition de Bernstein que j'ai envie de parler. Leonard Bernstein est pour moi la preuve que la musique peut être cultivée, savante, complexe, et en même temps populaire, émotionnelle et facile d'accès. Une musique dans laquelle on entre avec gourmandise et dont on sort plus intelligent. C'est le cas de West Side Story, bien sûr, mais plus encore d'autres œuvres que j'ai écoutées ensuite, après avoir été séduit par celle-ci. Je pense à la symphonie intitulée Kaddish, ou aux Chichester Psalms, ou encore à son opéra A Quiet Place. On y trouve toujours le même lyrisme, la même émotion, sur des rythmes souvent impairs, avec des pulsations largement inspirées du jazz et même parfois du rock. Je n'ai jamais entendu ou lu d'entretien avec Leonard Bernstein, mais je m'imagine un homme revendiquant le plaisir avant tout. Plaisir de se faire plaisir, plaisir de vibrer à ses propres compositions, à sa propre écriture, plaisir également de voir les auditeurs sourire ou pleurer. Je ne rejette pas la complexité en musique, pas plus qu'en littérature ou dans toutes les formes d'art, loin de là. Mais j'aime que cette complexité ne soit pas ostensible, qu'elle s'accompagne d'émotions, voire d'humour. Et je préférerais toujours Messiaen ou Ligeti à Boulez ou Nono.
En 1992, j'ai composé une musique de scène pour 2 sermons de Bossuet, le sermon du mauvais riche et le sermon sur la mort. Ces 2 sermons étaient dits par le comédien Patrick Schmitt dans des chaires d'église ou de cathédrale. Saint-Eustache, Saint-Gervais, la Trinité, Nanterre. J'ai écrit, à partir des citations latines contenues dans ces sermons, des intermèdes pour quatuor vocal interprétés par 4 chanteurs lyriques. Qui a lu Bossuet a remarqué qu'après une courte introduction, tous ces sermons ne commençaient vraiment qu'une fois récité un Ave Maria, afin de se placer sous la protection de la Vierge. Pour cet Ave Maria, j'ai repris les 3 notes du Maria de Bernstein, Do, Fa dièse, Sol, précédées sur Ave de Si et Fa, c'est-à-dire un triton, le fameux Diabolus in Musica, que je trouvais amusant d'introduire dans une invocation à la Mère de Dieu. Tel fut mon hommage à ce grand compositeur américain. À l'issue d'une de ces représentations dans l'église de la Trinité, une dame dont j'ai malheureusement oublié l'identité est venue me voir, se présentant à moi comme l'organiste suppléante d'Olivier Messiaen, très fatiguée. Elle m'a expliqué que ma musique lui avait plu et qu'elle lui trouvait un certain nombre de points de convergence avec celle de Messiaen, à qui elle allait proposer de me rencontrer. Ce qu'elle fit, avec succès. J'allais pouvoir faire la connaissance de cette grande figure de la musique française, dont j'ignorais alors quasiment l'œuvre, mais que j'ai depuis appris à aimer, et beaucoup. Date fut prise. Quelques jours avant le rendez-vous, Olivier Messiaen est mort, précisément le 27 avril 1992. Je ne l'ai donc malheureusement jamais rencontré. Quelque chose d'approchant a également eu lieu avec Henri Laborie. J'ai vu dans les années 80 le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, que l'on peut considérer comme une illustration des travaux de ce chercheur en neurosciences. Plus tard, j'ai lu son éloge de la fuite qui m'a passionné et à partir duquel j'ai eu envie d'écrire une partition. Il s'agit là aussi d'une œuvre vocale a cappella en 3 mouvements: l'enfant, la liberté, la mort. J'ai envoyé ma partition à Laborie pour obtenir de lui l'autorisation de la faire jouer et aussi, je l'avoue, dans le but que le projet lui paraisse suffisamment intéressant ou amusant pour qu'il le soutienne et m'aide à le matérialiser. Je n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Quelques jours après mon envoi, en mai 1995, la radio annonçait sa mort. Quand vous voudrez me rencontrer et que nous fixerons une date à cet effet, prenez auparavant vos précautions. Consultez en particulier votre médecin afin qu'il vous assure que rien de rédhibitoire ne vous arrivera dans les jours précédant le rendez-vous. En 1961, ma vie a été marquée par un grand événement. J'ai définitivement cessé d'être malade. Jusqu'alors, j'avais toujours un pet de travers, comme le disait maman avec élégance. J'ai ainsi connu les délices du suppositoire, de l'hépatoum ou du cataplasme à la moutarde. Pour tout lecteur de moins de 60 ans, je me dois d'expliquer ce qu'était le cataplasme, aujourd'hui désuet, voire totalement disparu. Dans une casserole, maman faisait chauffer de l'eau et de la farine de lin, sorte de bouillie brunâtre à l'odeur finalement assez agréable. Avec une cuillère en bois, elle touillait constamment afin d'obtenir la consistance voulue. Lorsque la pâte était bien homogène et surtout bien chaude, elle la tartinait sur une bande de gaz à laquelle elle donnait le nom poétique et un peu ésotérique de tarlatane. Mais le pire était à venir. Elle ajoutait des graines de moutarde qui, à y bien réfléchir, semblaient, à l'instar du moustique ou de la guêpe, avoir pour fonction unique dans la vie de me piquer et de m'irriter la peau. Elle repliait la tarlatane sur la préparation, constituant un paquet brûlant, ressemblant à la couche bien remplie d'un bébé qu'on vient de changer, mais à l'odeur nettement plus agréable. Elle me l'appliquait sur la poitrine et l'y maintenait de longues minutes en m'enveloppant d'une bande velpeau. J'avais, l'espace d'un instant, l'impression d'étouffer puis m'habituais peu à peu à la sensation de chaleur, mais pas à la démangeaison de la moutarde. Je devais conserver cette bouse brûlante sur ma poitrine de longues minutes.
Quand enfin j'avais le droit de l'ôter, je constatais que ma peau était rouge, plissée, déformée, suante. Je la détestais, j'étais persuadé qu'elle ne recouvrerait jamais son aspect initial. Quant au suppositoire, les néocodions logés dans une boîte verte étaient particulièrement agressifs. J'ai vu un jour à la télévision un reportage montrant des vautours s'attaquant au cadavre d'un buffle en commençant par les parties les plus tendres et en particulier l'anus. La sensation m'a alors envahi de la morsure des suppositoires et cette métaphore me reste encore. Il n'y a pas toutefois que des souvenirs négatifs et douloureux liés à ma santé chancelante. Mes rhumes, bronchites et crises de foie à répétition me valaient aussi des moments bien agréables. J'étais chouchouté, dorloté, avais droit à un régime alimentaire particulier, moi qui détestais manger. Surtout, maman m'achetait des illustrés que je ne lisais qu'en ces occasions. Je me souviens en particulier de Tartine, une grand-mère, arborant fièrement poil au menton et bésicle sur le nez, dotée d'une force herculéenne et réglant ses différends à coups de poêle à frire. De Pépito, un petit corsaire dont l'ennemi déclaré était surnommé Saventripotence. Ou de Pim Pam Poum, dont il était annoncé sur la couverture qu'ils étaient les rois des farceurs. J'ai retenu un gag, lu dans cette série. Les deux gamins voyaient un tableau abstrait, 2 ou 3 traits apparemment posés au hasard, intitulé « Il n'y a pas de rose sans épines ». Comme ils s'interrogeaient sur la signification de ce titre, l'artiste, je suppose, leur demandait « Vous voyez une rose dans ce tableau ? » « Non. » « Et des épines ? » « Non plus. » Eh bien voilà l'explication du titre de ce tableau. Il m'arrive de repenser à ce gag lorsque, aujourd'hui, je visite certaines expositions conceptuelles. Toujours est-il qu'en 1961, je suis allé passer 2 mois à la montagne, dans une sorte de colonie appelée la Maison de la Forêt. J'y ai fait de la luge, mangé du mouton, parlé de l'enfer avec mon voisin de lit, et surtout expulsé une fois pour toutes mon paix de travers. Depuis, j'échappe aux virus, microbes et autres petits bobos, j'ai ce que l'on appelle volontiers une santé de fer. Et pourtant, je n'aime pas les sports d'hiver. Quelle ingratitude!